France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF pour cette dernière de la semaine. Et en ce vendredi jusque 18h avec monsieur Damien Charles qui est avec nous. Salut Damien. Bonjour à toutes et tous. Comment ça va Damien? Ça va, alhamdoulilah. Impeccable. La pêche. Avec Tarek Mami qui nous rejoindra dans quelques minutes et nous serons en direct avec Radio Galère de Marseille pour une édition spéciale autour de cette marche. Grosse marche demain attendue dans plusieurs villes de France, Paris, Marseille, mais aussi Toulouse. Marche pour évidemment parler discrimination, pour dénoncer les discriminations, marche pour la dignité. Plusieurs collectifs qui font appel à cette manifestation, d'ailleurs qui sont co-organisateurs, notamment le collectif Adama représenté par Youssef Brakni de l'équipe, qui sera avec nous dans quelques minutes. Et nous aurons aussi des membres du collectif Aliziri et également Lamine Diagne qui seront avec nous tout à l'heure. Voilà, donc pour cette émission, vous allez pouvoir intervenir bien sûr pour nous donner votre avis et répondre aussi à la question du jour que je vous rappellerai dans quelques instants. Pour l'heure, voici le programme sommaire de cette émission de ce vendredi. Nous sommes le 16 mars, soyez les bienvenus. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum et à la suite de notre débat sur le racisme d'État et à l'occasion de la marche de la dignité demain qui aura lieu à Paris, Marseille et Toulouse, une marche de la dignité qui aura lieu effectivement dans plusieurs grandes villes de France ce samedi 17 mars avec la participation active à Marseille de Aziz Ben Sadek de Radio Galère, Youssef Brakni du comité Adama, Romata Diang et Omar Slaouti du comité Aliziri. Nous organiserons aujourd'hui un duplex avec Radio Galère Marseille, une émission spéciale tous français, tous égaux, à l'occasion de la marche de la dignité demain. Comme disait Coluche, Dieu a dit il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux et il y aura des hommes moches. Mais tous seront égaux et ça ne sera pas facile. Et puis il a ajouté il y en a même qui seront noirs, petits et moches. Et pour eux, ça sera évidemment très dur. La question LGF du jour, la marche de la dignité samedi 17 mars 2018 à Paris, Marseille et Toulouse. Encouragez-vous ce type d'action? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Rien de mieux pour finir la semaine qu'un bon Libertad en fin d'émission. LGF, le grand forum, bienvenue à tous sur France Maghreb 2 et en direct jusque 18h pour votre grand forum, un grand forum qui va beaucoup parler discrimination, racisme d'État et tous ces termes évidemment qui vont revenir au cours de ces 2 heures sur France Maghreb 2 avec monsieur Damien Charles qui est avec nous et monsieur Tarek Mami. Comment ça va Tarek? Bonjour, depuis hier. Bien. Oui, excusez-moi d'abord depuis hier et ensuite en incrustation hier, non, j'allais dire inhabituelle, inusuelle. C'était la série et il fallait qu'on donne aux auditeurs, donc les clés, les éléments d'information. Ouais. Je suis prétentieux aujourd'hui parce que j'ai réécouté ce qu'on a fait, j'ai relu les papiers. On a fait un petit peu ce qui se fait un peu à la télé. On a une émission qui s'appelle Les Dessous des cartes. Je sais pas si les auditeurs la connaissent. Arte, les dessous de cartes. Et en fait, on met la carte sur la table et on regarde les belligérants et on essaie de comprendre pourquoi il y a cette guerre. Et je pense qu'on a réussi ce coup-là. Bien sûr, on a dû décevoir beaucoup des anti-Bachar. On va pas refaire l'émission d'hier, mais je vous pose juste la question. Aujourd'hui, à la Rota, les anti-Bachar, ils défendent qui? Ils défendent la population civile. 40 000 sont sortis en 2 jours sur 100 000 qui est resté. Ben, s'ils étaient heureux et s'ils étaient s'ils accueillaient les révolutionnaires, tout ce que vous voulez, ils seraient pas sortis. Il faut écouter maintenant qu'est-ce qu'ils disent, qu'ils sont libres. Et donc, à partir de cette vision, on soutient les terroristes. Ils soutiennent les terroristes à l'intérieur. Dernière nouvelle, dernière dépêche qui vient de tomber, cher Christophe, une organisation de l'ONU demande à faire sortir 47 personnes de la Ghouta, 47 sur 100 000, 47 casques blancs. Donc quand on lit tout ça, on dit bon, on tourne la page et on passe à notre chère France pour parler de la jour de la dignité de demain. Absolument. Avec une question que je poserai à tout le monde. Je répondrai juste à la fin de l'émission vers 18h03. Est-ce qu'en France, nous considérons les uns et les autres, ou est-ce que certains considèrent qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un racisme d'État, que je mets pour le moment entre guillemets. Voilà, absolument. Avant d'accueillir notre ami Youssef Brakni, qui lui aussi était de la partie hier et qui sera avec nous dans une poignée de secondes pour nous parler justement de cette marche de demain à Paris en représentant le comité Adama. Nous sommes en liaison aussi avec Radio Galère donc nous sommes en duplex avec nos amis de Radio Galère à Marseille. Bonsoir messieurs. Oui, bonsoir. C'est Aziz pour le moment qui est là. Il y a Fatiha avec moi.
Bonsoir Aziz. Et là. On vous entend très bien mon cher ami Aziz. Bienvenue à vous en direct sur France Maghreb 2 et en simultané sur Radio Galère. Exact. Alors, mon cher Aziz, ami auditeur, auditrice de France Maghreb 2 et de Radio Galère, nous avons aussi lancé cette question à propos de cette marche de demain, cette marche pour la dignité qui aura lieu donc non seulement à Paris mais aussi à Marseille, chez vous Aziz, et à Toulouse. Et on a posé la question toute simple, est-ce que vous encouragez ce type d'action? Et je dois dire que pour l'instant vous êtes très nombreux à dire oui, 78% sur Facebook France Maghreb 2 pour aller voter, et vous êtes 100% de oui sur Twitter, sur LGF officiel. Aziz, c'est beaucoup plus important parce que c'est une classe sociale relativement plus haute, j'allais dire intellectuellement en termes de diplôme. Donc si même ces gens-là sont pour cette marche, c'est très important pour la société française. Aziz, je vous propose d'accueillir notre premier invité si vous le voulez bien. Pour le moment, on a les invités sont en cours de route. Non, mais nous on a notre invité nous déjà. Il s'appelle Youssef Brakni qui représente le collectif Adama. Youssef Brakni, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Donc comme tu peux l'entendre mon cher ami Youssef, on est non seulement sur France Maghreb 2 mais en direct aussi en duplex avec Radio Galère à Marseille. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Il y a le soleil avec ou pas? Est-ce qu'il y a le soleil avec? Aziz, est-ce qu'il y a le soleil à Marseille? Comment? Est-ce qu'il y a le soleil à Marseille, vous demande Youssef Brakni? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça fait plaisir. Non, parce que demain il pleut sur Paris. Parce que demain ils annoncent de la pluie sur la marche, pour la marche de Paris, oui, absolument. Nous, on annonce plutôt un petit vent, mais un temps très doux. Voilà. Bon, eh bien, c'est bien, vous êtes des chanceux en même temps. Alors, Youssef Brakni, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette marche de demain qui, je le rappelle, démarrera, je crois, alors si je ne m'abuse, à 14h, place de l'Opéra, pour aller direction la place de Stalingrad? Tout à fait. Alors du coup cette marche en fait elle s'inscrit sur une marche qui a lieu tous les ans, qui est une marche internationale, qui n'a pas lieu qu'à Paris, il y a une grande marche aussi qui est organisée à Londres demain. Du coup c'est une marche internationale contre les violences policières, c'est tous les ans. Donc cette année c'est tombé donc ce samedi, normalement c'est le 15 mars en fait. Et donc cette année le week-end c'était samedi, donc on organise samedi. Et donc cette année c'est à l'initiative des collectifs des familles de victimes. Et c'est notamment Ramata Dieng qui est un peu la locomotive qui est né à l'initiative. Qui sera notre invité à 17h. Exact. Donc qui a eu son frère Lamine Dieng qui a été tué dans le 20e arrondissement par la police. En 2007. Dans un fourgon de police, en 2007. Donc l'affaire s'est terminée par un non-lieu évidemment après 10 ans de procédure. Et donc cette année, encore une fois, malheureusement, 10 ans après, Ramata Dieng constate que malheureusement il y a toujours des morts, une longue liste qui se rajoute. Et un des derniers en date, il y en a eu d'autres entre temps, c'est Adama Traoré, mais il y a eu Babacar Gueye, il y a eu Curtis, il y en a eu plein, il y a eu Théo qui n'a pas été tué mais qui a été violenté, qui a subi un acte de barbarie. Donc en fait c'est plus que jamais d'actualité, on n'a pas le choix, donc on est obligé de s'organiser d'abord localement mais aussi parfois nationalement avec des grands rendez-vous où on se retrouve tous et on fait front. Et la spécificité de cette année, c'est il s'est rajouté, s'est greffé aussi la question très importante des migrants. On le voit avec l'actualité là, avec le projet de loi Collomb, qui est un projet immonde, qui cible les migrants. On a vu dernièrement une femme migrante. Hollande. Comment? J'ai entendu Hollande. Quand vous avez dit au monde. Non, quand vous avez dit immonde, il a entendu Hollande. Immonde. Et on l'a vu récemment, vous avez vu le dernier article, là, où une femme migrante enceinte, à qui on a refusé d'accoucher. C'est-à-dire qu'elle a été bloquée à un barrage et on l'a refusé d'aller à l'hôpital qui se trouvait juste à 500 mètres. On a vu aussi la chasse à toutes les personnes françaises qui sont solidaires des migrants et des migrantes, qui sont aussi pourchassés. Et donc la situation est devenue intenable aujourd'hui à ce niveau-là. Il y a aussi les collectifs de sans-papiers qui ont rejoint la marche et il y a aussi évidemment les collectifs des foyers. Très bien. Alors peut-être Damien une petite question pour Youssef Brakni. Ensuite on posera une question de Tarek et puis on fera un petit tour par nos amis de Radio Galère qui ont certainement des questions à poser à Youssef Brakni qui représente le collectif Adama pour la marche de demain. Damien. Quelle est la finalité en termes de théorie du changement de la marche pour la dignité telle qu'elle va avoir lieu demain? Ça c'est une question ça. C'est une vraie question théorique. Alors
Déjà, comme je l'ai dit, il faut des moments où on tape fort tous ensemble dans la rue, qu'on occupe la rue et qu'on fasse connaître à l'opinion publique cette situation, que ce soit des violences policières, des crimes policiers, de la chasse aux migrants et aux sans-papiers, et puis la situation des foyers. Donc il y a des moments comme ça qui sont nécessaires d'union. Ensuite, à la fin de la marche à Stalingrad, il y aura un forum en fait. Il y aura un forum, il y aura des chapiteaux et il y aura des chapiteaux en fonction des différentes thématiques. Donc il y aura un chapiteau de violence policière, un chapiteau sans-papiers et migrants. D'accord, qui seront animés par les collectifs concernés. L'idée, c'est qu'à partir après, donc demain, ça va être ça qui va être annoncé à la fin de la marche, qu'il va y avoir une grande mobilisation nationale, sûrement on aimerait que ça aboutisse à un projet de loi pour interdire les techniques d'immobilisation mortelle qui mènent toujours à la mort, en fait, notamment la clé d'étranglement, le pliage. Donc je rappelle que Lamine Dieng, le frère de Ramata Dieng, a été tué par une technique d'étranglement. Adama Traoré a été tué par une technique d'étranglement. Alors ces techniques sont interdites dans plusieurs pays européens, notamment en Angleterre, en Belgique. Donc voilà, on aimerait qu'en France ça soit la même chose, parce que ces techniques-là entraînent pour la plupart du temps la mort. Ali Ziri, ce retraité de 61 ans, a été tué par une technique de pliage. Donc voilà, donc l'idée c'est de lancer à partir 2009. de... Comment ? En 2009, Ali Ziri, c'est ça? Oui, Ali Ziri, oui, en 2009. Et donc l'idée c'est de partir à partir de là, à partir de cette marche, de lancer une grande campagne nationale contre les techniques d'immobilisation, la clé d'étranglement notamment, et de faire en sorte que ça aboutisse à un projet de loi qui l'interdise, comme dans d'autres pays européens ou comme l'État de New York aux États-Unis. Tarek Mami? Moi, je pose, cher Youssef, la question, mais on la débattra tout au long de ces 2 heures. Est-ce que pour certains d'entre les organisateurs, on estime aujourd'hui qu'il y a un racisme d'État? Et je dirais pas plus, mais je pose la question pour réfléchir à votre. Y a-t-il un racisme d'État, Youssef Brakni? Alors ça c'est un débat, ça fait un grand débat, et ça a été à l'origine de l'éviction de Rokhaya Diallo. C'était à l'origine de l'éviction de Rokhaya Diallo du CNN, du Conseil national du numérique, parce qu'elle a été accusée du coup de reprendre cette expression, puisqu'elle avait été invitée par l'Organisation des Nations Unies, et elle avait dénoncé le traitement des Roms qui s'apparentait pour elle à un racisme d'État. Alors moi, je rentre pas dans ce genre de débat. Déjà, c'est un débat c'est un terme qu'on a utilisé pour la marche, racisme d'État, parce qu'il gêne, parce que ça bloque. Et moi, je pense qu'il permet de mettre en évidence un racisme qui est produit par l'État. Alors souvent, ceux qui sont contre, ils vont me dire oui, mais bon, c'est pas l'Afrique du Sud, on n'est pas autant de la colonisation, on n'est pas en Israël, où il y a vraiment des lois racistes. Mais moi, je pose la question. La loi de 2004, qui du coup, qu'on a appelée contre les signes religieux à l'école, mais qui en fait ciblait ostensiblement, pour reprendre leur terme, le voile des jeunes femmes, des jeunes filles, des jeunes femmes au collège et au lycée. Ça, c'est une loi qu'on considère pour beaucoup comme étant une loi raciste, qui a ciblé qu'une seule population, une seule catégorie de la population. Au nom de l'émancipation des femmes, on interdisait à des femmes d'aller à l'école, d'aller s'instruire. Il y a ça, il y a par exemple les déclarations de Manuel Valls sur les Roms, en disant comme quoi il y a un problème Rom en France. Il y a ces déclarations où il disait que les Roms n'ont pas vocation à rester en France, alors que les Roms sont plus européens que, ils ont tous, c'est des populations qui ont toujours été là, qui ont toujours circulé et qui subissent un racisme effroyable et qui fait l'unanimité chez tous les groupes sociaux. On a donc du coup ces fameuses lois aujourd'hui qu'on a sur les migrants, qui sont des lois clairement racistes, parce que ça ne vise qu'un certain type de migrants, ceux venus d'Afrique et du Moyen-Orient. Bref, donc on a une série de lois comme ça qui je sais pas comment les qualifier si ce n'est de racistes. On a ensuite ce qu'on appelle le racisme structurel, le racisme institutionnel, parce qu'on le voit, par exemple, il y a des chiffres qui sont sortis, où par exemple quand on est noir et arabe, on est contrôlé 5 à 9 fois plus que ceux qui sont désignés comme étant blancs. Et ça, c'est qui le fait? C'est des institutions, c'est la police. La police est une institution de l'État. Or, l'État autorise le contrôle au faciès. On a vu que l'État français a été condamné pour contrôle au faciès. C'est-à-dire qu'en fait, on a une police qui contrôle les gens en fonction de la couleur de peau. Mais ça, c'est illégal. On n'a pas le droit de contrôler une personne selon sa couleur de peau. C'est illégal. Or, pourtant, la police française, qui est donc du coup c'est l'État français, discrimine des personnes, des citoyens, en fonction de leur couleur de peau. Et l'État français a été condamné en justice, et il faut savoir que l'État français a fait appel. Et dans les mémoires dont Mediapart a eu accès, dans ces mémoires, l'État français justifie ces contrôles aux faciès, qui ont été condamnés du coup, par le fait que, c'est plus susceptible de trouver des migrants qui ont la couleur noire, qui sont de couleur de peau noire, ou qui ont un faciès arabe, qui sont sans papier. Oui, Aziz, du côté de Radio Galère, une petite question pour Youssef Brakni.
je crois qu'on ne peut que souscrire à ce que dit ce que dit Youssef là sur ces problèmes-là. C'est-à-dire tant au niveau national, parce que bon, les termes, ce qu'on appelle les dérapages d'un certain nombre de responsables du Front National à l'époque, maintenant, ce ne sont plus ces gens-là qui font ce genre de dérapage. C'est l'ensemble un certain nombre de responsables, ou même au plus haut niveau de l'État, quand ils parlent de Manuel Valls, mais à un niveau un peu plus petit. Ici à Marseille, par exemple, un responsable ici de droite parle de ce qu'on appelle que Marseille s'africanise, hein. C'est-à-dire quand les services publics de nettoyage ne font pas leur boulot dans n'importe quel quartier, il y a forcément un peu de ce qu'on appelle des ordures ménagères qui restent dehors. Et pour comparer, c'est-à-dire que pour essayer de s'expliquer, pour essayer de laisser de côté comment on appelle la responsabilité, pour épargner la responsabilité de la municipalité, il parle de ce qu'on appelle, ce sont les Africains, on va dire, qui salissent la ville. N'en parlons pas de ce que disait à l'époque l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, je crois que c'est Monsieur Guéant, hein, qui comparait la communauté comorienne comme en termes de culture, la culture comorienne n'était pas égale à la culture, disons, de bien de chez nous ici, hein. Donc finalement, ça décomplexe un peu le propos raciste à travers un certain nombre de responsables. À partir du moment où des responsables de l'État public s'expriment ainsi, comment voulez-vous que le monsieur du coin, le Paul ou le Jacques du coin ne se permet pas aussi une certaine liberté par rapport à ça. Et la question, c'est quoi, Aziz, en fait? Ouais. La question, c'est quoi? Hein? Ou pas. La question pour Youssef Brakni, c'est quoi? Est-ce que vous avez une question, Monsieur Aziz, pour Monsieur Brakni, en dehors de ce qu'il lui il a déclaré? Voilà. Est-ce que vous avez une question à poser à Youssef? Dans le sens de Youssef, voilà. D'accord, ok. Alors Youssef, demain, ce type de marche, donc vous nous disiez tout à l'heure, hein, c'est pas la première, qui aura lieu demain, je rappelle, au départ de 14h, hein, c'est ça, place de l'Opéra. Oui, 14h, place de l'Opéra. Très bien. Et ensuite une marche donc direction la place de Stalingrad, où là il y aura à la fin différents stands qui seront animés par différents collectifs. Youssef, cette marche, vous attendez combien de personnes pour demain? Pour demain, au vu du contexte politique, je dirais que après il y a beaucoup de partis de gauche qui ont appelé peut-être 5000, ouais, je sais pas, 5000. 5000 serait un bon résultat. 5000 selon les organisateurs, hein. Selon les organisateurs, 90 selon la police. Non, moi je pense qu'à mon avis, après il y a un contexte aussi où ça tape dur, en fait. La répression elle est dure. C'est devenu très difficile de militer aujourd'hui, et on le voit aujourd'hui en fait que la répression, que nous on subissait depuis des années, nous les militants issus d'immigration postcoloniale, on l'a subissait depuis un certain nombre d'années, ne serait-ce que les révoltes de 2005 déjà. Et c'est vrai que maintenant il y a une répression qui s'est décalée sur le mouvement syndical notamment. Eux ils étaient moins habitués. Ouais. Et on l'a vu, nous on s'est déplacé à l'époque par exemple à des mouvements comme Nuit debout à Paris où on discutait avec les militants, où on a vu pendant la loi, les manifestations contre le travail, et là ça va revenir là, avec l'histoire des cheminots. Et ils ont pris de plein fouet la répression brutale sous Hollande et qui va sûrement continuer sous Macron, des manifestations. On a vu des manifestants qui se faisaient gazer alors qu'ils avaient absolument rien fait, des cortèges qui étaient coupés en deux par les CRS. Bref, il y avait vraiment une vraie volonté de répression et qui s'est accompagnée d'une terrible répression dans les tribunaux. Il faut savoir qu'il y a énormément de militants qui ont été condamnés. Et donc j'ai l'impression que quand même il y a eu une démobilisation, et surtout après un mouvement aussi dur comme la loi travail, et face avec des personnes qui n'étaient pas habituées auparavant à une telle répression. Donc je pense qu'il y a une démobilisation, mais à mon avis demain il y aura vraiment ceux qui sont là au quotidien auprès des migrants, auprès des sans-papiers, ceux qui militent sur toutes ces questions-là, des violences policières, etc. Youssef, j'ai vraiment une question à te poser. Tiens, toi qui es militant depuis de nombreuses années, est-ce que vous constatez des changements entre l'ancienne majorité de François Hollande et la nouvelle arrivée d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il y a des petits changements qui s'opèrent, ou alors est-ce qu'on est dans la continuité pour vous? Ah non, mais on est en plein dans la continuité. On va même plus loin. Le projet sur l'immigration de Gérard Collomb, mais il va plus que très loin. Il faut savoir que il y a quand même un homme qui a été expulsé, qui était porteur du VIH,
du virus du VIH qui a été expulsé dans un pays où ils savent pertinemment qu'il ne sera pas soigné. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de nourrissons qui sont en centre de rétention. Je vous parle de nourrissons là. Je vous parle pas d'adultes, je vous parle pas d'enfants de 6 ans, de 5 ans, je vous parle de bébés qui sont en centre de rétention. Je veux dire, ça va toujours plus loin. Et je pense même qu'il y a un effet pervers, c'est que comme on a eu Marine Le Pen au second tour, il y a un effet où ça a créé en fait un truc un peu bizarre où j'ai l'impression que les idées du FN sont largement passées du coup. Que comme s'il fallait parler à cette masse-là qui a voté, qui a été importante, faut le dire, qui a voté Marine Le Pen. Mais la réponse, c'est pas d'aller dans son sens en fait. La réponse, c'est de la combattre. C'est de la combattre. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui est fait. Et c'est dans la continuité d'Hollande, mais en pire. Damien, j'ai une autre question. Oui, Damien, vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu peux nous citer les mouvements politiques qui ont appelé à se mobiliser pour demain? Alors il y a le NPA, il y a des syndicats comme Solidaire, il y a Ensemble, il y a vraiment tous les mouvements de gauche habituels à la gauche du PS quoi. Ouais. Il me semble qu'il n'y a pas la France Insoumise, voilà, mais il y a des militants de la France Insoumise qui seront là. Alors, la France Insoumise n'appelle pas, mais des militants seront là. Ouais. Voilà, des militants. Je pense que quelqu'un comme Daniel Obono, par exemple, a relayé l'appel, a dit qu'il fallait être là. Enfin, il y aura vraiment ceux qu'on voit au quotidien dans ces luttes-là. Ouais. Donc c'est une marche de gauche alors demain. Bah gauche, la vraie gauche du coup. Alors une vraie gauche sociale pour l'égalité, contre le racisme, contre la chasse. Et justement, le fait que la France Insoumise n'appelle pas à cette marche, est-ce que ça pose un problème? Bah après c'est pas étonnant. Je veux dire l'année dernière il y a une marche qui s'appelait la marche du 19 mars, c'était pour la marche pour la dignité qui ressemble à celle de cette année où on avait le parti de gauche par exemple qui avait appelé à voter, lapsus, très gros lapsus, qui avait appelé à venir à la marche. Ouais. Mais ils ont fait un appel à part avec leurs propres mots, leur propre appel, et ils n'ont pas voulu reprendre l'appel officiel. Et là c'est ce qui se passe un peu aussi. Alors demain moi je suis persuadé qu'il y aura beaucoup de militants qui n'ont pas forcément appelé, notamment de la France Insoumise, du NPA, peut-être même de Hello, etc., qui seront là. Mais moi, je pense que demain, il y aura beaucoup de syndicats, surtout. Ouais. J'en profiterai juste pour rappeler que la France Insoumise, et en particulier Jean-Luc Mélenchon, n'a pas dit un mot sur la décision de justice à propos des Chibani. C'est vrai. Ah, ben, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est clair. Non, mais il n'y a pas que la France Insoumise. Je veux dire, quasiment tous les mouvements de gauche, personne n'a parlé des Chibani, de la victoire des Chibani de la SNPS, et surtout les syndicats. Faut savoir que les Chibani se battent seuls. Donc, une défense des travailleurs à géométrie variable. Bah bien sûr, parce qu'ils ont été discriminés contre d'autres travailleurs. Bah là, ça pose problème là. Parce qu'il n'y a plus d'unité du prolétariat. Là, normalement, le prolétariat, on est tous unis. Sauf que là, quand on est prolétaire marocain ou quand on est prolétaire blanc de souche entre guillemets de la France profonde, c'était pas le même traitement, c'était pas le même salaire, c'était pas les mêmes conditions de travail, quoi. Ouais. Bon, eh bien demain, on vous donne rendez-vous, mon cher ami Youssef. On s'y croisera. Oui. Vous serez certainement bien occupé. Vous allez représenter le collectif Adama. Oui. Demain, 14h, place de l'Opéra. Peut-être une autre question qui me vient avec ce que vous dites, cher Christophe. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Youssef, sans rappeler la marche pour l'égalité de droit de 1983 qui a été transformée par les hommes politiques, les lobbies et les médias en marche pour marche des beurs. Voilà. J'aime pas dire ce mot, donc je vous laisse le dire. Et alors que dans cette marche, il y avait déjà des jeunes d'origine portugaise, espagnole, portugais, voilà. Il n'y avait pas beaucoup d'Africains à l'époque parce que c'était le début d'un mouvement. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que ce que vous appelez, certains d'entre vous appellent donc les Français, j'allais dire, j'aime pas les mots, mais c'est comme ça, hein, les Français d'origine post-coloniale ou des choses comme ça. Est-ce que l'alliance aujourd'hui, objective en tant que citoyen, est faite entre d'une part les Maghrébins, d'autre part les Africains subsahariens et de troisième part de tous ceux qui se sentent citoyens français discriminés? En fait, moi, je crois pas aux alliances comme ça, aux unités autoproclamées. Moi, je pense que ça passe que par la lutte. Quand on mène une lutte, quand on mène une lutte concrète, c'est-à-dire là, moi, je prends mon cas, celle du comité Adama. En fait, là, la question, elle se pose même pas, en fait. C'est-à-dire que c'est la question, on est tous ensemble. Donc, en fait, là, il y a un jeune qui s'appelle Adama Traoré, qui habitait Beaumont-sur-Oise dans un quartier populaire, qui a été étouffé par 3 gendarmes. Et donc là, du coup, on a une solidarité de fait qui se crée. Donc là, dans le mouvement, on trouve des Noirs, des Arabes, des Blancs. On est tous ensemble parce que ce qui nous guide tous là à ce moment-là, c'est la recherche de la vérité, de la justice pour Adama Traoré et pour sa famille en général. Et donc, pour moi, quand on lutte, quand on est vraiment dans une usine, dans un collectif pour une famille de victimes, etc., l'unité, elle est là en fait.
L'unité, elle est là. Moi, je pense que le piège, c'est quand on commence à faire des théories un peu abstraites, hors sol, qu'on parle d'unité comme ça, où c'est vraiment abstrait, et ça ne correspond pas à une lutte. Là, ça marche pas, en fait. Et quand, c'est des mouvements vraiment concrets, là, l'unité, elle est là. Quand il y a eu les révoltes de 2005, c'était tous les habitants des quartiers populaires qui étaient là et qui exprimaient leur colère contre le rejet, contre le racisme, les violences policières, etc. Et la question, on se posait même pas. C'est ça que moi, je m'attache toujours à les luttes locales, à là où je vis, là où je suis au quotidien, c'est-à-dire à Bagnolet, par exemple, dans mon quartier, où on fait des trucs sur les plats végétariens, on fait des choses sur le numérique, comme ça a été dit par Fatima la semaine dernière. On fait des choses contre les expulsions, pour et contre la rénovation urbaine qui doit pas se faire en expulsant les classes populaires. Et là, on est tous ensemble, en fait. Vraiment, c'est la lutte. Je vais poursuivre justement la question de Monsieur Mamie et faire un peu la dernière. raté. Faut qu'on libère notre ami Youssef. Il y avait la question de l'association avec d'autres mouvements dits discriminés, mais qui ne sont pas issus donc de l'immigration postcoloniale. Est-ce qu'il y a des mouvements ou des collectifs de personnes non discriminées, pour le coup, qui vont se joindre à vous, à l'exception des syndicats? Exception des syndicats. Bah après, là, comme je l'ai dit, je vois pas à quoi tu fais référence, non discriminé. Imaginons, est-ce que une partie, par exemple, de la communauté chrétienne, des associations chrétiennes de gauche, par exemple, se joignent à vous? Bah ça, historiquement, nous on le sait. Quand on fait un peu d'histoire, on sait notamment, on pense à Témoignage chrétien, qui a eu un apport considérable dans la lutte pour la libération de l'Algérie, par exemple, dans l'anticolonialisme. Mais le problème, c'est que nous, ma génération, en tout cas moi, la mienne, moi j'ai 32 ans, j'ai pas connu en fait ces mouvements de la gauche catholique ou de la gauche chrétienne, comme on dit. Et Témoignage chrétien, c'est vraiment pas de ma génération. Mais c'est clair que s'ils avaient été là, s'ils existaient, bien sûr, il n'y aurait pas de problème, puisque si le point commun, en fait, c'est par exemple là, en l'occurrence, c'est la lutte contre le racisme, c'est la l'égalité, c'est la lutte contre l'impérialisme, parce qu'on en parle aussi dans l'appel de demain, notamment la France-Afrique, qui est liée en fait, parce qu'on peut pas parler de la question des migrants sans parler de la question Syrie ni de la France-Afrique. Donc voilà, tout ce qui se retrouve dans ces luttes-là, bien sûr, sont les bienvenus. C'est évident. Eh bien, rendez-vous demain, mon cher ami Youssef. Merci beaucoup. Merci, Youssef. Premier invité, Merci. Youssef On y sera. Brakli. On y sera demain, hein. T'inquiète, on va. Demain, on s'y retrouve tous alors. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, tiens, Aziz, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'endroit et l'heure pour ce qui est de la manifestation prévue à Marseille? Oui, donc la manifestation à Marseille aussi, qui s'appelle pas comme celle de Paris où on parle de la marche des solidarités, nous on l'a appelée la marche de la dignité, comme celle d'octobre je crois 2015, 31 octobre 2015 à Paris. On l'a appelée la marche de la dignité. Effectivement, elle est organisée par un certain nombre d'associations de quartiers. Nous on tient un petit peu une distance respectable d'un certain nombre de partis politiques. On se dit on n'est pas contre les partis politiques, mais on a envie de s'organiser un peu dans les quartiers, se retrouver pour essayer de constituer une sorte de force, pour essayer d'aller un peu de l'avant et peut-être demain de parler avec ces partis-là. Donc demain aussi, donc la marche démarrera ici de la Belle de Mai, ça s'appelle, le quartier s'appelle la Belle de Mai, place Cadena. Ici, à la Belle de Mai, pour aller vers la porte d'Aix, donc là où il y aura. Nous, on n'a pas une fête qu'on va faire à la fin, parce que on n'est pas Paris. Ça veut dire Paris, c'est un peu volumineux, comme dit. Ouais. Nous, on a un certain nombre de choses, et justement, je profite. Il y a Fatiha avec nous ici. On va la prendre. On va la prendre juste après la pub, si vous permettez, mon cher Aziz. Juste si vous nous rappelez donc l'itinéraire. Parce que ils font la pub. Nous, on fait de la pub, nous, oui, on fait rentrer de l'argent dans la caisse. Et vous pouvez mettre la musique pour continuer le débat. Hein. Merci Youssef, en tout cas, et à demain. Merci Youssef. Aziz, on revient dans un instant et on aura aussi Ramata Diang qui sera avec nous dans un instant du collectif Lamine Diang. C'est ce jeune homme aussi qui a été tué en 2007 par cette technique justement à laquelle faisait référence Youssef Brakli. Et on aura M. Slaouti à la fin de l'émission. Tout à l'heure, absolument, du collectif Allez-y. On a aussi de notre côté un certain nombre d'invités. J'espère bien. On va vous laisser, on va vous écouter. C'est formidable. À tout de suite, en direct sur France Maghreb 2, le grand forum en duplex avec nos amis de Radio Galère à Marseille. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF sur France Maghreb 2 avec Damien Charles et Tarek Mamie qui sont avec nous en studio, et nous sommes en duplex aussi avec nos amis de Radio Galère du côté de Marseille. Aziz, est-ce que vous pouvez nous présenter vos invités éventuellement? Voilà, donc il y aura Allez-y Aziz, on vous écoute. Là,
Alors, il y a donc Adil qui est un membre du Front Uni des Immigrations Quartier Populaire, pas de Marseille même, mais à côté de Martigues, Istres, qui va intervenir dans quelques instants, si vous voulez bien. On le passe. Allez-y, on a aussi Ramata Diong qui va intervenir dans un instant, elle est avec nous par téléphone. Ramata qui va intervenir, sinon ça va se télescoper, non? Ah bon, ok, très bien, on va accueillir Ramata Diong, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Nous avions il y a quelques instants Youssef Brakni du collectif Adama qui nous a parlé de cette marche. Vous représentez donc le collectif de Lamine Dieng qui a été, on le rappelle, étouffé dans un fourgon de police en 2007. Voilà, c'est bien ça. Où en est-on d'ailleurs au niveau de cette affaire d'un point de vue judiciaire? Alors, d'un point de vue judiciaire, nous avons été déboutés par la juridiction française, donc non-lieu. Qui est tombé le 28 juin dernier par la Cour de cassation. Donc on a épuisé tous les recours nationaux. Depuis, notre dossier est à la Cour européenne des droits de l'homme depuis décembre 2017. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter à votre manière aussi cette marche internationale? Parce que ça l'est, effectivement. Il y aura des marches aussi en Angleterre et donc en France aussi, dans 3 villes de France, Toulouse, Marseille et Paris. À votre manière, vous présentez donc l'importance de cette marche qui aura lieu demain. L'importance de cette marche demain, elle est importante parce que c'est une marche contre les violences policières. Nous avons commencé à marcher, à répondre à cet appel qui est venu du Canada en 2011, qui a été relayé par Poitiers en 2011 aussi. Et donc nous, les familles victimes de violences policières, on s'est reconnus dans cet appel. Et voilà, du coup, on a donné écho à cet appel parce que c'est très important pour nous que la société se mobilise face à ces violences d'État. Sachant que, depuis des décennies, les victimes de violences policières n'ont jamais pu obtenir justice en France. L'appareil judiciaire français ne marche pas lorsqu'il s'agit de violences policières. Voilà. Les victimes continuent à tomber. Nous recensons, personnellement, j'ai recensé depuis 2007, depuis la mort de mon frère, chaque année, les victimes. Et il se trouve que ça ne cesse pas, au contraire, ça s'amplifie de plus en plus, ces violences policières. Il y a de plus en plus de victimes. On ne compte plus. La CAT avait sorti un rapport en 2015 qui indiquait qu'en moyenne, il y avait 15 personnes chaque année qui se faisaient tuer par les forces de l'ordre en France. Mais il se trouve que ce n'est qu'une moyenne, ce n'est pas exhaustif. En 2017, il y a eu plus de 20 personnes qui ont été tuées par les forces de l'ordre et on n'est pas dans le cadre de la légitime défense. Parce que les personnes tuées ne sont ni armées et elles ne menacent la vie de personne. Donc il n'y a rien qui justifie en fait l'usage de l'arme à feu par les forces de l'ordre dans ces cas précis et rien qui justifie non plus les techniques d'immobilisation létale que sont le pliage, la clé d'étranglement et le plaquage ventral. Ce type de pratique, de technique qui est interdit dans certains pays, rappelons-le. Hein. Absolument. En Allemagne, en Belgique, en Suisse, c'est interdit, voilà, et dans certains États américains également. Absolument. Et donc ces techniques sont encore enseignées en France, utilisées encore, et elles continuent de tuer. Elle a tué mon frère, elle a tué Adama Traoré, elle a tué Ali Ziri, elle a tué également Abdelhakim Hajimi, Amadou Koubé, et je pourrais passer quasiment, j'allais oublier, Mohamed Boukroro, d'ailleurs dont l'affaire est passée à la Cour européenne des droits de l'homme dernièrement, et la France a été condamnée pour traitement inhumain et dégradant. Voilà. Oui. Donc effectivement, ça fait évidemment beaucoup. Je vais juste, si vous le permettez, en tout cas, rappeler qu'on parle évidemment beaucoup de violences policières aujourd'hui, en rapport avec cette marche de demain. Il ne s'agit pas de faire le procès de la police tout entière. Il s'agit de dénoncer une minorité qui salit ce métier qui est la police et les policiers qui sont là, rappelons-le, pour assurer notre sécurité, la sécurité des citoyens. Non pas pour les tuer, ni pour... voilà. Donc, encore une fois, il est important et utile de rappeler qu'on ne fait pas le procès de la police, mais de certains policiers. Je suis désolé, on fait le procès de la police parce que c'est tout un corps qui... Non, mais oui, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Il y a des criminels. Alors, quand je vous dis qu'il y a en moyenne 15 personnes qui se font tuer chaque année, imaginez combien de policiers ça fait dans nos rues, qui sont des meurtriers, des assassins, en liberté et armés.
et assermentés. On fait le procès de toute la police parce que ceux qui ne tuent pas ne dénoncent pas les criminels. Et c'est tout un système qui est mis en place pour les protéger. C'est-à-dire que les magistrats protègent systématiquement les criminels par égard uniquement pour l'uniforme. Donc si, je suis désolée de vous contredire, mais on fait le procès de la police parce que c'est le pouvoir de l'État qui permet à ces gens de nous tuer et de s'en sortir en toute impunité. Vous êtes évidemment dans votre rôle, moi je suis aussi dans le mien, d'essayer d'apporter de la nuance et de ne pas justement faire aux autres ce qu'on n'aime pas que l'on fasse à nous-mêmes. Par exemple, quand on parle des quartiers populaires, beaucoup disent voilà, il y a que des trafiquants, des voleurs, etc. Alors que c'est pas vrai, il y a cette petite minorité certes. Donc c'est pour ça que j'aime aussi rappeler à chaque fois, et on en parle ici, hein, vraiment on est peut-être une des seules radios à parler autant de violences policières au travers des affaires qu'on a eu à médiatiser. Je rappelle à chaque fois, parce que moi j'ai eu aussi à connaître des policiers, ils sont pas tous pourris et heureusement d'ailleurs, mais encore une fois il faut surtout accentuer sur cette minorité qui salisse justement ce métier. Damien, il y a des Je suis policiers. vraiment pas d'accord avec vous. Ah oui, non, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. C'est une majorité parce que depuis des décennies, comme je vous le dis, les gens se font tuer hors cadre de légitime défense et c'est toujours du racisme d'État parce que ce sont toujours les mêmes qui sont ciblés, ce sont toujours les Noirs et les Arabes qui sont tués, bizarrement, minoritaires dans la société civile et pourtant majoritaires dans les victimes de violences policières. Donc c'est un racisme institutionnalisé qu'il faut combattre et on le subit à tous les niveaux, que ce soit au logement, à la santé, à l'éducation, à tous les niveaux. Et le sommet de toutes ces violences, toutes ces discriminations étatiques, eh bien, c'est quand on nie notre droit à la vie et qu'on nous tue, et qu'ensuite la justice passe derrière, les magistrats prononcent des non-lieux, malgré les preuves scientifiques, malgré les témoignages. Merci madame, donc nous allons pas faire le débat entre la position de la victime qui a tous les droits pour s'exprimer et pour dire son ressenti, son émotion, et c'est normal. Ce n'est pas un ressenti, nous sommes dans les faits. Non, c'est factuel. Pour vous êtes dans les faits et vous avez raison, chère madame. Je ne suis pas la seule à le dire. Non. Je vous rappelle juste que Amnesty International a sorti 3 rapports sur ces exactions, voilà. Et également la CAT, qui est une association chrétienne reconnue, a sorti aussi un rapport là-dessus. Ça c'est basé sur une réalité. Nous ne sommes pas dans l'imaginaire. Chère madame, c'est votre point de vue, donc la radio est là pour vous donner à vous la parole, pour donner les policiers la parole, les avocats et éventuellement les juges. Damien, une question, et peut-être qu'on partira à Galère pour que monsieur Aziz échange avec vous sur cette question. Monsieur Aziz, qui est aussi un militant sur Marseille, très connu. Damien. Ma question s'apportait sur est-ce qu'il y a des responsables politiques qui se sont prononcés au moment de la mort du décès de Lamine, et est-ce que l'État dans son administration, qu'elle soit préfectorale ou même dans le cadre de la police, est-ce qu'ils ont eu un mot auprès de vous pour le décès de Lamine? Non, ni auprès de la famille, ni auprès d'aucune autre famille victime de ces violences et de ces crimes impunis. C'est la famille qui est criminalisée, la victime qui est criminalisée systématiquement par tout l'appareil en fait institutionnel, jusqu'aux médias, pour vous dire, qui relaient systématiquement la version policière et nie la voix des victimes. Alors on va peut-être partir et laisser la parole du côté de nos amis de Radio Galère à Marseille. Aziz, qui souhaite peut-être échanger avec notre invité. Oui, bonjour Remata. Je sais pas si elle m'entend. Bonjour. Je vous donne juste l'exemple de la famille Traoré. Adama Traoré a été étouffé de la même manière que Lamine. Ça fait un peu plus d'1 an. Et qu'est-ce qui s'est passé en réponse aux mobilisations organisées par la famille? C'est la répression qui s'abat sur la famille. Oui, avec 3 frères en prison. Voilà, 3 frères en prison. Oui, absolument. Non, mais on est d'accord là-dessus. On est d'accord, Ramata. Donc la réaction de l'État face à ces violences policières, il n'y a aucune volonté politique d'y mettre un terme. Au contraire, l'État organise l'impunité de manière systémique. Aziz, à vous. Oui, non. Je pense que moi, ce n'est qu'une solidarité qu'on peut apporter aux associations, aux collectifs des familles des victimes, parce que souvent ces familles-là se battent dans l'adversité. Je pense que Radio France Maghreb 2 comme Radio Galère doivent leur donner la parole, et vous l'avez dit, effectivement, il faut qu'on donne davantage la parole, il faut que cette parole s'exprime. Ça participe aussi de la création d'un rapport de force pour que demain,
pour que demain des monstres ne naissent pas dans ce pays. Parce que à force de cette impunité-là, on va pousser les gens vers l'irréparable. Et ça, c'est plus dangereux que de dire la police est assassine. Hein. Si demain, ça veut dire qu'on met en minorité, on met sur la défensive les familles qui se battent seules contre un système judiciaire, contre le déni, etc. Qu'est-ce qui va se passer après? Il y a un découragement, le ressenti, et puis le ressentiment, et puis autre chose. Et ça, je pense on est en devoir de le faire et de laisser dire les choses afin que l'opinion publique change un peu de sentiment par rapport à ce qui arrive à ces familles-là. Parce que il n'y a pas que la famille de Diane qui est comme ça. D'ailleurs, Remata le cite un certain nombre. Il y a beaucoup de ces familles-là, la famille Adjimi ici dans la région. Beaucoup. Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti et il faudra en parler un jour sur les crimes policiers à travers depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Et vous allez voir l'ampleur des dégâts et comment cette impunité est organisée. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Voilà par rapport à... Alors, le dernier livre qui est sorti sur la question... Le dernier livre qui est sorti sur la question s'appelle « Sans portrait contre l'État policier ». Avant cela, il y avait un homme en France qui faisait le recensement depuis mai 68, c'est Maurice Rachfus. Et c'est à partir de son travail que nous avons enrichi le recensement. Et aujourd'hui, on se retrouve, les chiffres parlent d'eux-mêmes, quoi. Ouais. Il n'y a pas besoin de débattre, c'est pas un point de vue. Ramata Dieng, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et évidemment, vous donnez vous aussi rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent cet après-midi parce que finalement, il faut se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde et notamment quand on est issu des quartiers populaires, notamment quand on n'a pas forcément la même couleur de peau, il faut le dire clairement. On a 6 à 9 fois plus de chances d'être contrôlé lorsqu'on est noir ou arabe qu'un vrai blanc comme moi, j'ai envie de dire. Cela dit, voilà, demain c'est tout le monde qui doit être dans la rue, jaune, blanc, noir, toutes les couleurs de peau. Et cher Christophe, vous en tant que blanc, demain vous serez dans la manif. Évidemment que j'y serai, obligé. C'est bien normal en tout cas. Merci beaucoup en tout cas, Ramata Dieng. Bon, merci beaucoup. Non, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter que depuis 2015, la loi travail a fait que effectivement la violence ne s'attaque plus uniquement aux Noirs et aux Arabes, elle s'est étendue à l'ensemble de la population et que des gamins aujourd'hui de 15 ans, des lycéens qui vont manifester contre nos lois de l'éducation nationale vont se retrouver éborgnés par des tirs de flashball, tout simplement parce qu'ils contestent le pouvoir. Et donc ça, depuis 2017, mars 2017, il y a eu la loi de sécurité publique qui a été publiée également, modifiée, et qui élargit et étend en fait les conditions de la légitime défense et permet aux policiers aujourd'hui de faire usage de l'arme à feu sans avoir à justifier le tir. Et c'est pour cela aussi qu'on assiste à une augmentation du nombre de tués par balle. Merci. Chère Madame Paveté, cher Et Christophe, aujourd'hui, comme vous le disiez, personne n'est à l'abri. Voilà. Aujourd'hui, n'importe qui, les victimes sont âgés de 7 à 69 ans. Chère Madame, alors ici à France Maghreb 2, communautés confondues. Chère Madame, ici c'est France Maghreb 2, nous avons l'habitude depuis la création de la radio de donner cette parole libre pour que chacun s'exprime comme il veut, mais je ne vais pas vous envoyer à une mémoire sur laquelle nous avons travaillé ici à France Maghreb 2, qui commence par les meurtres des Algériens principalement pendant donc l'année 59, 60, 61, 62 en France, avec le fameux 17 octobre, et je suis pas et c'est pas là, je n'ai pas à vous rappeler parce que vous le connaissez probablement mieux que moi, pourquoi la marche pour l'égalité en 83 a eu lieu. C'est parce que 4 ans avant, sous la présidence de M. Giscard d'Estaing, il y avait de la ratonnade systématique à l'époque contre donc les Maghrébins, parce que c'était comme ça, c'est l'histoire de ce pays. Et donc nous connaissons très bien tout ça, mais en notre qualité de radio, donc nous donnons la parole à toutes les parties pour que chacun, je le redis, dise son sentiment, sa vérité et ses faits, et de manière à ce que l'auditeur puisse avoir et disposer de tous les points de vue. C'est aussi ça le pluralisme de notre pays, qui n'existe malheureusement pas. C'est beaucoup de chaînes de radio et de télé. Merci Ramata Dieng en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et rendez-vous demain 14h, place de l'Opéra. Merci beaucoup. On repart du côté de Galère. Absolument. Aziz, vous avez des invités à nous présenter, je crois. Oui, j'ai un invité là justement. Ouais. Alors on va essayer de faire un peu. Oui, alors Adil. Oui. Est-ce que tu entends? Est-ce que vous entendez Adil? Oui, on l'entend. Allez-y. Oui, Adil.
Tu es à l'antenne, là, tu es sur les deux radios. Alors, tu vas un peu te présenter et donner ton sentiment sur tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Tu voulais en parler, quoi. Exactement. Bon, salam alaikum à tous. Oui, allez-y. Voilà, et bonjour à tous. Bon, j'ai écouté un peu le dernier quart d'heure là de l'émission. Je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Fajri Adil. Je milite essentiellement à Ypres et dans la région de Marseillaise. Et puis, j'aimerais savoir si vous m'entendez déjà. Oui. Très bien. On vous entend. On entend. Ok, voilà. Donc, du coup, bon, j'ai 44 ans. Et ça fait un pagaille de temps qu'on milite, donc depuis mes 17 ans. Et moi, je vais aller droit au but parce que il y a deux dimensions dans la marche de demain qui a lieu dans plusieurs villes. Il y a la dimension citoyenne pour que les gens des quartiers se réveillent et pour la dignité qui commence à bouger, pour prendre espoir, et la dimension militante des anciens militants. On va dire potentiellement qui existe depuis 20, 30 ans, voire 40 ans. Moi, je vais aller droit au but. Faire des marches, faire des conférences, faire des débats. On en a fait depuis 40 ans. Ok, donc c'est pas le coup de demain. Il faut faire encore la marche. Il faut toujours résister. Mais si cette marche, elle sort, elle accouche d'une souris, comme on dit, qu'elle sort avec rien du tout, ça sert à rien. Ce que je veux dire par là, c'est que les violences policières qui durent depuis 40 ans, la Hagra, la Palestine, l'immigration, qui potentiellement, avec tous les militants qui existent nationalement, et on le sait, on se connaît tous, tout le monde a reconnu, je ne vais pas citer les noms des organisations qui existent depuis 20-30 ans, on a un potentiel où on peut quand même marcher ensemble et taper ensemble. Et ça fait 40 ans qu'on ne le fait pas. Moi, si j'appelle aujourd'hui à marcher demain, c'est pas pour marcher demain, c'est pour qu'on se rassemble. Pas forcément qu'on se partage les mêmes points de vue, la même idéologie, mais en tout cas, on a les mêmes problèmes. Parce que quand il y a les procès, on est tous sur le même procès, avec des tendances différentes. Mais il faudrait qu'on arrive à trouver un dénominateur commun, quelque chose qui nous rassemble, pas qui nous unit, mais qui nous rassemble, et qu'on commence, parce que sinon, on est en train de s'isoler, il y en a qui souffrent, il y a des vieux militants sur lesquels je vais pas citer leur nom, qui sont en procès, il y a des vieux militants qui partent dans les bras du PS, si ce n'est que le PS est quelque chose qui leur ressemble. Il y a des militants historiques, là, des militants honorables que je suis en train de dire. Il y a des militants qui commencent à devenir malades et on est en train de s'éparpiller et la machine va nous écraser. Et c'est un appel que je lance. On n'a pas besoin forcément de faire des marches, de faire des débats. On a besoin de se rassembler. 40 ans après, on a besoin de se rassembler. Donc, excusez-moi je veux juste pas perdre mon temps à la radio. C'est que oui, j'appelle à ce que demain, dans toutes les villes, il y a des marches, parce qu'il y a la dimension citoyenne et militante, mais il faut que les vieux militants de ce pays, qui savent ce qu'ils font depuis des années, qui sont en autonomie, je parle pas de ceux qui sont dans les organisations politiques institutionnelles, je parle des vieux militants, comme moi, qui sont au Front Uni, qui sont au FSQP, qui sont au MIB, qui sont dans les violences policières, qui sont dans l'immigration, qui sont dans la Palestine. Il faut qu'il y ait une unité. S'il n'y a pas d'unité, on est mort demain. Alors, je serais tenté de dire que vous avez parfaitement raison sur un point. Cela dit, il est peut-être aussi le moment, peut-être le temps de faire le constat, tous autour de cette table, aussi bien du côté de Marseille, vous à Radio Galère, qu'ici à France Maghreb 2. Le militantisme aujourd'hui, il a de quoi se fatiguer parce que aujourd'hui, clairement, ils sont nombreux à travers de différentes causes qu'ils défendent et parfois bien, mais de manière isolée. C'est ce que d'ailleurs vient de dire un petit peu notre ami. Aujourd'hui, clairement. Qu'est-ce que le militant aujourd'hui a réussi à faire changer en France? Quelle loi a-t-il réussi à faire plier? Comment font-ils pour se faire respecter? Rien. Donc il y a peut-être aussi un problème à la base sur la manière de s'y prendre, sur la manière d'agir. Je sais pas ce que vous en pensez tous et toutes là autour de cette table. On va laisser Radio Galère et leur invité. Aziz, toi qui es un militant quand même assidu, Aziz, clairement il faut faire le constat aujourd'hui. Le constat il est terrible, il est amer. Oui. Non, mais il y a Adil qui termine, Adil. Allez-y. Alors, moi, vous faites que confirmer ce que je suis en train de dire, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je connais le potentiel national qui existe, et ce potentiellement, il doit avoir une maturité militante pour s'unir. Parce que si on ne s'unit pas, on est mort. Et aujourd'hui, on a des militants historiques, je ne suis pas là pour citer des noms, qui
sont en procès, qui sont en train de se faire défoncer tout seuls, même si on n'est pas d'accord sur tout ce qu'ils font. Mais en tout cas, on ne doit pas les laisser seuls. Et on a des militants historiques qui sont en train de partir dans les bras du Parti Socialiste, de ce qui leur ressemble. On a des militants historiques qui commencent à devenir malades et qui sont en train de partir. Si on ne le fait pas maintenant, parce que je voulais dire un truc aussi, c'est que nos parents, ils ont fait le travail militant. Nos parents, ils ont fait un grand travail militant. C'est-à-dire qu'ils ont fait de nous, de notre génération, qu'on sait lire et écrire. Mais c'est notre génération, on n'a rien fait, notre génération. Et quand je dis notre génération, je me mets dedans. Hein. Je suis pas là pour taper sur les autres. Notre génération, alors, elle a rien fait. On a laissé tomber nos chébénis dans les foyers ou à la SNCF où vous voulez. Et on est pour ceux qui sont conscientisés politiquement, on est en incapacité de se réunir. C'est inacceptable. En 2018, avec les morts qu'il y a, les violences policières qu'il y a, c'est inacceptable qu'on se chamaille sur des conneries. Okay. Merci Adil. Aziz, vous aviez une dame d'un quartier qui avait des choses à dire sur le bâtiment. Elle a témoigné pendant votre comment on appelle votre post-pub, oui. Ouais, je sais que c'est dur à dire pour vous, mais pub. Ouais, vous avez fait exprès de ne pas nous permettre de profiter de cette expérience. Oui, la dame, il y a une autre dame qui doit nous appeler. Il y en a un, justement. Oui. Aziz, est-ce qu'on peut justement, en parlant de la pub, c'est l'heure. Là, on y va. Hein, je suis désolé, on a des impératifs et on est de retour très vite. Et on aura donc dans la deuxième partie. Je poserai là quand même une question à Damien. Est-ce que selon toi le racisme d'État existe-t-il? Tarek Mami répondra tout à l'heure à sa manière. À la fin. Et on aura aussi le collectif Aliziri justement par Omar Zlaouti vers 17h45. Absolument. Merci. Avec nous en direct sur France Maghreb 2 et en duplex sur Radio Galère à Marseille. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum en direct sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h et nous parlons évidemment de cette marche qui aura lieu demain à Paris, à Marseille et à Toulouse et justement nous sommes en duplex aussi avec nos amis de Radio Galère. Aziz qui est avec nous, je crois du côté de Marseille. Vous avez certainement un invité, mon cher Aziz? Pour le moment, non. Mais pour le moment, on attend un peu. Ça va permettre de discuter un petit peu entre nous et c'est intéressant parce que Adil, votre intervenant chez vous a quand même pointé du doigt une certaine critique qu'il faut entendre, qu'il faut savoir être capable, faut être capable d'entendre aujourd'hui dans ce militantisme qui existe, qui est présent, qui est extrêmement important à travers tout le territoire en France, aussi bien du côté de chez vous à Marseille que nous ici à Paris. Mais aujourd'hui, force est de constater que moi je croise des militants qui me disent être fatigués de manque d'action ou alors d'un éparpillement justement d'actions qui ne vont jamais au bout. Il y en a certains aussi qui reprochent, alors pardon de le dire, à l'ancienne génération de ne pas avoir transmis cette culture politique à la jeune génération d'aujourd'hui. Tous ces sujets, toutes ces questions, il faut les mettre sur la table et en discuter ensemble. C'est ce que je vous propose de faire peut-être maintenant. Tiens Damien, toi qui es le plus jeune d'entre nous, est-ce que cette culture politique, on a su te la transmettre ou tu as dû aller la chercher toi-même? Non, j'ai dû aller la chercher tout seul. Alors moi je suis un petit jeune de 28 ans et j'en veux beaucoup en fait aux générations précédentes, même si chaque génération a eu des perles dans le militantisme, que ce soit dans les groupes issus de l'immigration postcoloniale ou dans la majorité blanche, que ce soit les syndicats ou que ce soit des groupes associatifs traditionnels, il n'y a pas eu de transmission générationnelle de la culture de l'organisation, par exemple. Si les syndicats, par exemple, avaient fait leur boulot et avaient transmis cette culture de l'organisation aux générations plus jeunes, peut-être que la loi travail, elle serait pas passée. Bon, ça c'est un autre sujet. Pour revenir à la question des violences policières et à la discrimination systémique qu'on subit en France, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, on a des jeunes qui ont mon âge, qui n'ont ni la culture politique, ni la culture organisationnelle sur les anciens mouvements qui ont animé les quartiers populaires dans les années 70, les années 80. Qui connaît vraiment l'histoire de la marche pour l'égalité et contre le racisme aujourd'hui? Quasiment personne. Il n'y a que le fantasme, à la rigueur le film La Marche, et c'est tout. Qui connaît l'auto-organisation des foyers Sonacotra dans les années 70? Il y a eu énormément d'activités et de luttes qui ont permis d'avoir des droits, de
gagner des succès et tout ça est en train de disparaître, de se perdre. Par exemple, tout à l'heure, Adil a parlé du MIB. Je mets au défi quelqu'un d'aller à la sortie d'un lycée ou même aller à la sortie de la fac à Clignancourt et de dire est-ce que vous connaissez le MIB? Oui. Alors Tarek, il faut l'entendre ça. En fait, non seulement je l'entends, mais je regrette qu'on soit arrivé à cette situation. Parce que c'est de la complaisance que se dire c'est de la faute des anciennes générations qui n'ont pas fait le boulot. Ce qui s'est passé, c'est que peut-être qu'il n'y a pas eu de transmission de mémoire parce que l'immigration n'a pas encore cet instrument de transmission de mémoire. D'ailleurs, comme beaucoup de choses dans les familles maghrébines, à commencer par la religion, les parents n'ont pas transmis de manière construite cette religion, mais plutôt une religion à l'imitation, oui. Ce qui fait que les jeunes ont été cherchés là où ils ont pu, là où ils ont cru qu'ils pouvaient trouver, donc dans certaines mosquées, y compris extrémistes, salafistes, qui ne maîtrisent pas, j'allais dire, l'islam de lumière, et c'est la même chose pour l'immigration. Mais par contre, je rappelle à ces jeunes que si les anciennes immigrations et si les anciennes générations ne s'étaient pas battues, la question des foyers sur nos contrats n'aurait pas été réglée d'une certaine manière, puisque c'était des taudis, et je précise peut-être quelque chose que vous connaissez pas, cher Damien, des taudis dirigés par des anciens militaires qui ont fait la guerre d'Algérie et qui sont venus devenir des directeurs de radio dans lequel il y avait de vieux Algériens. Des noms. Non, c'est public. Et on s'est battu, nous, pour Nanterre et pour d'autres, il y a même pas 10 ans, c'est maintenant. Et ces gens ont obtenu d'abord d'avoir l'eau chaude. Ils avaient besoin ni de Damien, ni de Tarek, ni de Aziz de Radio Galère, et ils ont obtenu. Et donc, ce qui n'a pas été fait, c'est transmettre ces mémoires de bataille. Donc ça, c'est pour les foyers Séono-Katra. Pour la marche, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a été complètement détournée pour des raisons politiques, parce qu'on voulait pas voir les enfants de l'immigration accéder à la classe politique. Aujourd'hui, elle accède malgré tous les lobbies. Et donc, nous avons un problème de transmission. Le MIB, on a connu. Moi, j'y suis pas membre, mais j'ai couvert tous ces mouvements. Et aujourd'hui, France Maghreb 2, aujourd'hui, hier, il galère, c'est son métier, j'allais dire avec monsieur Aziz, c'est des quotidiens, on essaie de transmettre. Mais là où je rejoins Damien et on repart à Radio Galère, c'est que nous avons l'impression que la génération d'aujourd'hui est moins militante ou moins consciente politiquement ou moins intéressée pour mener ce lutte. Alors que nous, nos générations, elles étaient pratiquement toutes la génération dans cette lutte parce que on se cherchait, on savait pas nous, contrairement à la génération d'aujourd'hui, si on était français ou si on était maghrébin. On était le cul entre deux chaises, permettez mesdames et messieurs l'expression, et quand on a compris qu'on était citoyen français, on a mené ces batailles. Et aujourd'hui, donc, c'est à la génération, c'est à Damien et les moins de 25 ans de repartir à la défense de leur simple droit de citoyen. On leur dit pas d'être militant pour être militant contre la discrimination et contre la police, mais s'ils votaient, par exemple, on prend les chiffres. Pour moi, je crois qu'il y a deux choses, et on passe à Aziz de Radio Galère, il y a deux choses qui sont importantes dans la vie pour tout citoyen. Un, c'est l'école et l'apprentissage, et je dis pas la réussite, c'est-à-dire avoir les bagages de la citoyenneté, et deux, aller voter même contre les trois candidats. On n'est pas d'accord. On dépose un bulletin nul, on dépose n'importe quoi. Parce que les maires, le lundi matin, ils vont voir la liste de ceux qui votent, de ceux qui votent pas. Aziz? Oui, non, moi je dis que les militants de l'immigration ont toujours travaillé dans la précarité, dans l'adversité. Oui. Il faudra reconnaître ceci aussi. C'était très difficile de militer dans l'immigration. Ça n'empêche pas que les principaux mouvements de grève, par exemple, si on peut parler quand on parle de Renaud Béancourt, ceux qui ont mené les grandes grèves de chez Renaud, c'est bien des militants de l'immigration. Ceux qui, par exemple, dans les unions lycéennes, chez les lycéens, etc., on trouve beaucoup d'enfants issus de l'immigration aussi. C'est-à-dire que mais cette visibilité n'existait pas parce qu'il n'y a pas une autonomie de ces gens-là. Maintenant, la transmission des expériences, ça aussi, s'il n'y a pas eu assez de transmission des expériences, c'est parce que c'est cette précarité. N'oubliez pas que dans les foyers Séono-Katra, ceux qui vivaient là-bas n'avaient pas ce qu'on appelle la culture de l'écrit. Oui. Il y avait une certaine oralité. Il y a quelques documents qui existent, mais ils ne sont pas il n'y a pas
pas ce qu'on appelle comme aujourd'hui on peut laisser des traces, que ce soit audio. Il y a des chercheurs qui ont absolument tout documenté. Oui, mais est-ce que c'est à la portée de n'importe quel kidam c'est justement ça. Ça fatigue un peu aussi, le problème. Mais c'est justement ça, c'est que on a une génération ou deux générations militantes précédentes qui ont les moyens, parce qu'ils ont pu s'approprier cette histoire, c'est leur histoire, ils en ont été acteurs, de faire cette transmission générationnelle à travers de l'éducation populaire. Enfin, les modes sont vraiment possibles. Mais quand on regarde aujourd'hui les associations de jeunesse de ma génération, pour le coup, qui se sont créées ces 5 dernières années, ils n'ont pas cette culture politique. Et moi, il y a encore quelques années, je ne l'avais pas. J'ai eu cette chance de pouvoir tomber dans les livres et tomber sur ces histoires-là et me les approprier. Et en me les appropriant, j'ai eu l'impression de gagner du pouvoir, pour le coup. C'est une forme de pouvoir, cette connaissance. Et aujourd'hui, les classes politiques et ceux qui ne veulent pas l'autonomisation des quartiers populaires se saisissent de cette ignorance pour confisquer le pouvoir. C'est mon avis personnel. Il y a un autre aspect aussi, que l'alimentaire l'a emporté Exact. Bravo, Aziz. C'est-à-dire l'alimentaire. On a constaté une certaine bourgeoisie, comme dirait Saïd Bouamama, Donc, c'est ça aussi, ça fait du mal. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de méfiance vis-à-vis de gens qui ont été ce qu'on appelle les élus de la diversité, ceux qui courent, je lance pas la pierre contre tous les gens qui courent derrière les subventions, mais certains quand même iront jusqu'à aller vendre leur âme, pour dire. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, si vous oui, avant de prendre un autre intervenant auditeur, alors je précise ce que nous appelions les alimentaires. Oui. Les alimentaires. Oui, non mais les khobzistes après. Oui. Pourquoi on les appelait les alimentaires? Parce que c'était des gens issus de la communauté. Oui. Qui n'avaient pas de statut social, qui ne pouvaient pas gagner leur vie normalement, qui se sont institués comme représentants de la communauté pour avoir des subventions et un salaire, et forcément ils ne pouvaient pas être indépendants de ceux qui leur donnaient leur salaire et leurs subventions, et donc au lieu de défendre les causes au nom desquelles ils sont montés, ils sont devenus les interprètes des hommes du pouvoir. Sinon, il y en a eu 2 ou 3 exemples, je ne vais pas les citer à l'antenne pour ne pas blesser les mémoires des uns et des autres. Oh, dommage. Non, mais on balancer des noms. Non, mais je balance pas des noms. Et dès que ces gens ont pris conscience et tapé dans la table, ils disent, moi, je suis pas venu pour voir pour ça. Ils ont eu plus de subventions, contrôle fiscal, procès et condamnation. Donc, tous les autres alimentaires ont compris, se sont alignés, et il y a une rupture avec tous ces gens-là, et après, il y a une autre génération qui est arrivée à refaire le travail. J'en ai rencontré une, et je leur ai expliqué le monde, et ils m'ont expliqué à moi que c'était la première fois qu'il y avait une organisation comme ça dans la communauté. Je leur ai dit au revoir, et là, depuis, il y a eu, malheureusement, et je le dis tel que je le pense, et à France Maghreb 2, les auditeurs me connaissent, il y a eu un basculement de la lutte communautaire pour les droits civiques, civils, citoyens, vers la bascule religieuse, qui est à la base une manipulation aussi politique. Et aujourd'hui, les gens qui ont moins de 30 ans vont leur parler citoyenneté, ils vont parler Dieu, Rasulallah, et autre chose, dans le respect de tout ce que j'ai de ces gens-là, et votre halal, votre haram. Donc vous voyez un petit peu, et je le dis, parce que c'est pas la première fois que je le dis ici, il y a eu un basculement de la lutte citoyenne, parce qu'on est d'abord français, et ensuite musulmans, chrétiens, athées, autre chose, à cette bataille, d'abord musulmans, et ensuite, on verra bien si on peut faire autre chose. Et donc, c'est cette bascule-là sur laquelle nous, ma génération, parce que moi je militais avec Ibrahim Hasmaïl, le cofondateur de la radio, et mon ami Aziz, Madame Kaïssa Titous, dont j'ai parlé beaucoup de bien hier, et plusieurs autres, on a perdu cette bataille de la bascule de l'identité religieuse face à l'identité, citoyenne. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Autocritique, c'est bien aussi. Oui, non, mais une émission de radio, c'est aussi pour dire, pour que chacun après change d'avis, renforce son point de vue, quitte l'écoute de la radio. Mais c'est ça à peu près l'histoire de l'immigration pour moi. Je sais pas si Aziz de Galère va m'approuver ou pas, mais c'est ça ce que nous avons vécu depuis une date fatidique dans tous les sens du terme. C'est 1962 et l'indépendance d'Algérie, oui. Parce qu'il y avait avant l'indépendance d'Algérie et après l'indépendance d'Algérie dans ce pays qu'est la France.
Aziz, oui, allez-y. Oui, juste peut-être, on va passer à Adil, il a envie de réagir par rapport à vous. Ok, on prend Adil et après on a Nasser Lagili. Nasser Lagili, chroniqueur sur France Maghreb 2 qui va intervenir aussi. Allez-y Adil, très vite s'il vous plaît. Adil, vas-y. Non, juste pour pas sortir du débat, déjà je suis d'accord avec vous sur la transition de la génération. Ça s'appelle le libéralisme. On ne peut pas comparer les années 80-90 au libéralisme qui a déstructuré tout le monde, c'est la précarité que parlait Aziz. Après, à remplacer, je veux dire, à accompagner le libéralisme, le discours religieux. Aujourd'hui, malheureusement, et là vous avez raison, je ne sais pas qui c'est qui a parlé à la radio, on a Tarek Mami. de différents courants religieux qui nous a tués et qui instrumentalisent tous les courants de l'islam colonial, l'islam impérialiste, je veux dire saoudien, même le courant des frères musulmans, il est venu nous tuer. Voilà, moi, je suis en accord avec vous, mais pour être concret, on ne va pas revenir en arrière. Il y a potentiellement des militants matures qui ont une conscience politique sur lesquels eux doivent constituer une base unitaire ou de rapprochement pour lancer un mouvement. C'est de eux que je parle. Je ne parle pas des jeunes qui n'ont pas encore la conscience que patati patata. Quand les jeunes verront qu'il y a une base structurée et qu'elle est là et qu'elle a une dimension, qu'elle a un poids national, qu'elle a un poids politique, elle a un poids dans les tribunaux, parce qu'on a les moyens de faire ça. On a largement les moyens d'être entre 500 et 800 militants potentiels unis. Mais je parle des yeux de la vieille. Nasser Lagili est avec nous en direct, chroniqueur dans sur France LGF. Maghreb 2 et en direct sur la radio de Marseille, Radio Galère. Nasser, bonsoir. Bonsoir Nasser. Bonsoir à Tarek et à Damien. Bonsoir. Franchement, débat très 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 intéressant. Franchement, des échanges qui m'ont d'ailleurs touché. Et juste pour rappeler, bon, comme il y a beaucoup de choses qui ont été dites juste avant, je rejoins complètement ce qui a été dit par Tarek. Quand Tarek, tu dis que on est en train de peut-être, on va dire, instrumentaliser ou peut-être communautariser, voilà, entre guillemets, la politique. Est-ce que notre société et notre pays ou nos hommes politiques de notre pays ne font pas aussi en sorte que ces gens commencent à se communautariser? Ça, c'est une vraie question de fond. Nasser, si vous permettez, moi je vous dis que c'est une opération de manipulation des hommes politiques pour atteindre ce but. Je ne me pose pas la question. Je vous la confirme. C'est ma vision du monde. Ouais. Et deuxième chose, il y a un point essentiel qu'on a soulevé tout à l'heure. J'écoutais tout à l'heure un auditeur de Marseille qui disait que nos militants commencent à être fatigués, etc. Moi, je reste persuadé qu'il faut rester positif et je pense qu'il faut être optimiste pour la suite parce qu'on a aussi des représentants. Quand je dis des représentants, pas forcément qui représentent une communauté, non, qui représentent aussi des personnalités dans nos quartiers qui ont pu militer pendant des années et qui ont pris et qui ont décidé de prendre des responsabilités politiques. Et moi, je suis pour que tout le monde investisse, bien sûr, nos partis politiques, que ça soit de droite comme de gauche, pour faire changer les mentalités de l'intérieur. Et je pense que c'est que comme ça qu'on pourra faire évoluer les consciences. Parce que tant qu'il n'y a pas de contradicteurs, je veux dire politiques, qui ont un regard complètement différent de ce qu'on nous présente quotidiennement à la télé et par nos représentants politiques, ben les choses n'évolueront jamais. Moi, je suis complètement contre qu'on fasse, on va dire, des partis politiques communautaires parce que ça n'apportera rien. C'est la position officielle de la radio. Voilà, parce que il faut avoir des moyens. Deux, on n'a pas besoin d'être communautaire pour défendre des causes parce qu'il y a aussi des gens qui sont pas forcément croyants et qui sont dans la même lignée que nous. Et il faut aussi respecter ces gens-là. Je me suis toujours battu là-dessus. Et pour terminer, si vraiment on voulait faire modifier et changer les choses, il faudrait aussi que les gens aillent voter. Parce que sinon, je veux dire, et même nos militants d'ailleurs, ceux qui disaient tout à l'heure, l'auditeur qui disait de Marseille, ils commencent à être fatigués. Mais si aujourd'hui on milite, c'est parce qu'il y a aussi des dysfonctionnements. Et si on a des dysfonctionnements, c'est parce qu'on a aussi des représentants politiques qui ne nous représentent pas. Donc, le jour où les gens comprendront qu'il faudra aller voter et s'engager politiquement, les choses peut-être évolueront. Merci Nasser, voilà. Merci beaucoup Nasser Lagili. Merci Nasser. Élu aussi du côté de Gennevilliers. On repart à Galère. On repart à Galère, Aziz, avec ces vraies questions aujourd'hui. On a quand même posé des vraies questions de fond pour le coup. Du concret, pardon
Monsieur Nasser, là, qui vient de parler, il faut dire que dans la préparation concrète là de cette manifestation de demain, on a appelé tout le monde. Il y avait quelques élus de la diversité, comme on les appelle, qui sont venus assister aux premières réunions pour voir comment les choses se déroulent. Et dès qu'ils ont vu qu'on va parler de violence policière, qu'on va parler de racisme institutionnel, qu'on va parler de nécessité de s'organiser pour mieux se défendre, les gens sont partis. Il y a même des gens qui sont venus pour nous dire il faut d'abord éduquer la communauté quand ils vont chez le médecin, quand ils prennent le téléphone, il faut pas qu'ils parlent devant tout le monde. Et ben, les personnes, ils sont venues pour ça, c'est-à-dire que aller changer les gens de l'intérieur, c'est eux qui changent en fin de compte. Le problème, c'est que ces élus-là de la diversité, c'est eux qu'on a changé et qui tiennent le discours de ce qu'on appelle du parti. Jusqu'à nouvel ordre, malheureusement, pour devenir une personnalité au sein d'une organisation politique traditionnelle, je crois qu'il faut faire allégeance. Et je crois que ça c'est le plus mauvais des scénarios, c'est d'aller faire allégeance d'abord et après militer après. Je pense que si on doit y aller, il faut pas laisser les bagages à la porte et puis rentrer et apprendre quelque chose. Je crois qu'il faut aller aussi avec ses propres bagages pour dire voilà. Et l'exemple de la France insoumise, par exemple, le débat qu'il y a dans la région. Ici, la majorité de gens ont voté, des quartiers ont voté France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a eu beaucoup de choses. On leur a dit, écoutez, regardez le capital qu'il y a. C'est à vous maintenant de réagir et d'entrer en osmose avec ces gens-là et de prendre leurs revendications en tant que telles. C'est pas prendre ces revendications, les apeurer et les acclimater à la sauce un peu mélenchonienne pour en faire un programme qui plaît à tout le monde. Non. Il faudrait bien prendre les choses telles qu'elles sont revendiquées au sein des quartiers et c'est comme ça que vous allez gagner en crédibilité auprès des populations. Donc, alors, trois remarques si vous permettez. La première, c'est ce qu'a dit Damien tout à l'heure sur le fait que nous n'avons pas entendu la prise de position de monsieur Mélenchon, patron donc de la France Insoumise à la sortie donc de l'arrêt de la décision de justice sur les Chibani. Monsieur Mélenchon qui va se présenter chez vous probablement en 2019 pour tenter de rafler la mairie. Deuxième chose, c'est dommage que Nasser est parti parce que lui il est élu, il aurait pu nous donner son point de vue. Et troisième chose, et c'est très important, ça nous ramène à dire que quelques-uns, et pas tous, de ceux qui ont été élus et qui se revendiquent de la diversité se sont révélés être des alimentaires d'aujourd'hui, comme nous avions eu les alimentaires des subventions hier. Et donc, même s'ils existent cela, il faut que la machine de vote les dépasse pour qu'il y ait demain de vrais représentants de la communauté nationale française à sensibilité donc antidiscrimination. Je rappelle juste que dans le dernier mandat, il y avait quelques-uns de la dite communauté qui ont été élus députés donc pendant 5 ans avec monsieur Hollande, qui étaient connus à SOS Racisme et ailleurs soi-disant pour défendre la discrimination, et on les a, on y va de ce côté monsieur Slaughty, et on les a plutôt vus du côté, j'allais dire, de monsieur Valls et de l'anti et contre les musulmans que du côté de la communauté qui souffrait. On va recevoir donc le dernier invité, cher Aziz, monsieur Omar Slaughty, donc du comité Aliziri. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2 et Radio Galère avec laquelle nous sommes en duplex aujourd'hui pour cette émission spéciale autour de l'organisation de cette marche de demain, une marche internationale et pour la France à Paris, Marseille et Toulouse. Vous représentez ce collectif pour cet homme de 61 ans. 69 ans même. 69 ans. Vous voyez, on était encore même en dessous, qui est mort en 2009. Rappelez-nous les circonstances. Eh bien, en 2009, à Argenteuil, la police nationale interpelle monsieur Aliziri en présence de son ami monsieur Arissi Kerfali. Ils sont tous les deux en véhicule. Et la police nationale, eh bien, va les incarcérer. Ils vont passer au commissariat et 24 heures après l'arrestation, monsieur Aliziri va mourir. Et l'expertise médicale va montrer qu'on va retrouver sur son corps 27 hématomes, dont un de 17 cm de diamètre au niveau de la zone dorso-lombaire. Et l'expertise médicale, à plusieurs reprises d'ailleurs, va tout simplement dire que M. Aliziri est mort suite à la technique d'immobilisation, ce qu'on appelle la technique de pliage,
C'est-à-dire que les policiers vont l'empêcher de respirer, tout simplement, par compression, en ramenant son torse sur ses genoux, en appuyant longuement et fortement. Et monsieur Aleziri va décéder sous cette forme-là. Voilà, c'est un monsieur qui était menotté, du coup, lors de son interpellation, et qui va subir ces violences incroyables. Dans cette histoire-là, indépendamment du drame terrible pour la famille, pour les proches, la justice, ces 5 années de procédure judiciaire, va conclure à plusieurs reprises à des non-lieux, malgré les différents recours. Et actuellement, cette affaire est traitée au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Et quand bien même la Cour européenne des droits de l'homme condamnerait ces méfaits, ce serait l'État français qui sera condamné, mais pas les policiers interpellateurs en tant que tels. Autrement dit, la police, encore une fois, s'en sort indemne alors qu'elle a une responsabilité directe dans la mort de monsieur Aleziri. On rappelle quand même que la plupart des personnes qui sont touchées par ces violences policières ont quand même, on va dire, un âge assez jeune, on va dire. Là, oui. C'est une exception quand même, et pas des moins de 69 ans. Tarek, Damien, Aziz, tous les auditrices, auditeurs, imaginez-vous quand même, un monsieur de 69 ans menotté, à qui on fait cette fameuse technique, là ça dépasse tout entendement quand même. C'est ça, ça veut dire qu'en fait on a atteint un degré pour pouvoir faire ça tant sur des jeunes, mais y compris sur des vieux, parce que ça montre à quel point on a atteint un degré de déshumanisation de ceux et celles qu'on interpelle aujourd'hui dans la rue. Pour le dire très clairement, aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup le disent depuis très longtemps, y compris des sociologues, il y a d'un certain point de vue une sorte de racisme structurel dans la police qui fait que certaines catégories de la population sont vécues comme déshumanisées, en tous les cas comme sous-citoyens, ou comme des humains relatifs, ou comme le disait France Fanon à sa manière, faisant partie de la zone du non-être, c'est-à-dire des personnes qui, de fait, ne sont pas des individus à part entière, mais entièrement à part. Et c'est parce que, justement, il y a une perception, une construction des Arabes, des Noirs, des pauvres, des quartiers populaires comme des citoyens relatifs ou des êtres humains relatifs, eh bien qu'un traitement tout particulier est fait à leur endroit et qui peut se traduire à certains moments, eh bien par des mutilations ou alors par la mort, comme ça se reproduit régulièrement. C'est vrai pour Adama Traoré, c'est vrai pour Lamine Dieng, c'est vrai pour Amin Bentoussi, et c'est vrai en l'occurrence pour aussi Garant, qui est une personne qui est des gens du voyage, et là en l'occurrence pour Aleziri. Voilà. On peut partir du côté de Galère, Aziz? Oui. Vous avez suivi donc l'introduction de Omar. Vous avez une réaction? Omar, bonjour Omar. Oui, il le sait. Bonjour Aziz. Voilà. Donc du coup, effectivement, l'exemple type même de cette impunité organisée, c'est à travers le cas Aleziri, c'est-à-dire rien n'est fait. On pousse les gens vers un ressentiment qui pourrait déboucher sur autre chose. C'est pour ça qu'on disait que attention, s'il vous plaît, si on continue dans cette impunité-là, les gens vont penser à autre chose. Hein. Tout à fait. Aziz, Omar, je vous propose de patienter quelques petites minutes. On a la pub et je vous demanderai la question toute simple à tous autour de cette table, y compris à vous, Omar. Pourquoi, d'après vous, demain, il est nécessaire de venir, que vous soyez habitant de Paris, de Marseille, accessoirement aussi de Toulouse? À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, messieurs dames, on est là avec Tarek Mami, avec Damien, Charles et nos amis de Radio Galère, en duplex. Vous avez une question, Christophe, pour terminer? Oui, alors la dernière question. Et Monsieur Slaughty est encore avec nous. Monsieur Slaughty est toujours là. Oui, rebonjour Omar. Omar, je pense que je vais vous réserver, vous, le mot de la fin, peut-être, parce que c'est vous qui allez être peut-être probablement le plus convaincant dans l'histoire, mais je vais commencer par nos amis. Merci pour les autres, Monsieur Christophe. Ah oui, mais attendez, voilà, lui, il est dans le truc, quoi, un peu plus que nous. On va dire. Aziz, Radio Galère, pourquoi demain il faut aller marcher chez vous à Marseille, demain après-midi? Oui. Alors, donc, notre marche à Marseille, c'est un peu ça. Elle s'est acclimatée sur le cas marseillais, c'est-à-dire sur les quartiers. C'est-à-dire que les revendications portées par l'appel, c'est beaucoup plus autour des quartiers, des problèmes des quartiers. Donc, c'est pour ça que demain, il faut que les gens soient là afin que ces colères-là soient visibles. Parce que tant que on est dans l'invisibilité,
ceux qui détiennent actuellement les destinées de ce pays-là, hein, aussi hauts ou bien aussi locaux soient-ils, ne nous entendent pas. Donc c'est cette marche-là, cette visibilité-là, il faut qu'on l'organise afin que demain on se voit et se donner aussi d'autres rendez-vous un peu moins importants, c'est-à-dire dans les quartiers, pour pouvoir un peu faire redémarrer la machine. Je pense que c'est une date importante, la date de demain. De 17 mars. Rappelez le parcours, par contre, le parcours pour la manifestation, l'heure. Ici à Marseille, donc rendez-vous à 14h à la place Bernard Cadenas dans à la Belle de Mai, au marché de la Belle de Mai. Tout le monde connaît la Belle de Mai. Même nous à Paris. Et vous allez prendre quelle rue pour que certaines personnes puissent vous rattraper en cours de route? L'itinéraire a été bien choisi de telle sorte à passer dans les quartiers populaires du 3e arrondissement, un des arrondissements les plus pauvres de la cité phocéenne, comme on dit. Donc on passe par la rue Loubon. Oui. Boulevard National, oui. Boulevard de Strasbourg, oui. Avenue Camille Pelletan, oui. Pour atterrir à la porte d'Aix. Merci Aziz, vous restez avec nous jusqu'à 18h. Oui. Et donc à Damien. Damien, pourquoi demain il faut aller, selon toi, aller marcher à Paris, en l'occurrence à 14h place de l'Opéra, direction la Stalingrad? J'irai par pragmatisme. Première raison, 83. Des jeunes se mettent à marcher, ils font juste marcher, et en l'espace de 3 mois, ils obtiennent la carte de séjour pour 10 ans. Juste en marchant. Et alors, ils allaient demander, Damien, excusez-moi. Oui, le droit de vote des étrangers aussi. Voilà, de leurs parents, et le Florentin, l'extraordinaire président Mitterrand, leur donne tout de suite la carte de séjour, ils sortent contents. Faut aussi le savoir. Oui. Oui. Mais, juste en marchant, ils ont quand même eu la carte de séjour. Pour leurs parents. Et alors qu'ils n'étaient pas prêts de l'avoir au vu du climat politique national, et on se souvient quand même que le départ de la marche, c'est juste après l'élection à Dreux du Front National. Et la deuxième raison que je donnerais, c'est Selma. Selma, donc on est en 64 aux États-Unis, et un pasteur qui s'appelle Martin Luther King décide de marcher à Selma avec des gens, et ils se font tabasser par la police. Ils décident de remarcher le lendemain, puis le surlendemain, et les États-Unis se passionnent pour ça, et avec une simple marche, il est accueilli à la Maison Blanche, et il obtient le vote d'une loi par le président Johnson. Alors demain ce sera pas Selma, mais on ne fait jamais avec Macron. Il faut toujours commencer par une marche. Alors, comme on va laisser le dernier mot à M. Omar Slaouti, moi je dirais quelque chose qui, sous forme de boutade, c'est pour qu'il y ait toujours un lien entre les générations militantes. Monsieur Slaouti, pour les derniers mots, pourquoi demain il faut aller à 14h place de l'Opéra à Paris? Ouais, tout d'abord, ce sera pas le dernier mot, parce qu'en réalité, on parle tous d'une même voix ici. Par contre, ce qu'on peut dire très concrètement, c'est que cette marche de demain, elle s'inscrit dans d'un certain point de vue, ce que signifie le fameux non-lieu dont j'ai parlé tout à l'heure et qui résonne dans la tête des familles de la manière suivante. Si le non-lieu, parce que c'est ça que ça signifie, est capable de tuer, ça veut dire que pour les familles en question qui ont perdu un proche, ça veut dire qu'ils savaient qu'ils avaient perdu quelqu'un pour rien, mais la justice leur dit en plus que cette personne est morte de rien. C'est-à-dire que le rien peut tuer. Et si le rien peut tuer, ça veut dire que ce qui a été ne représentait rien. C'est-à-dire que c'est une négation même de la vie de ceux et celles qui ont existé, ses proches et ses moins proches. Et donc demain, fondamentalement, le plus important, c'est de marcher pour dire que nous sommes des sujets à part entière, des sujets y compris politiques, pas au sens politicien du terme, des sujets politiques, ça veut dire avec une singularité, avec une histoire, avec des amours, avec de la haine, avec des projets, avec des horizons, avec des rêves, avec toute une famille. Et concrètement, demain, la première des choses, avant même de faire les soi-disant clins d'œil ou en direction de tel gouvernement ou de tel homme politique, le plus important, c'est que demain on va se retrouver entre nous. Ce nous-là, ce sont tous et toutes celles qui sont sensibles au fait que la justice, elle doit être la même pour tous, et que la dignité humaine, elle doit être la même pour tous, que l'on soit, y compris migrants, parce qu'il faut en parler, c'est pas simplement les jeunes qui meurent dans les quartiers populaires, ce sont tous les migrants et les migrantes qui fuient la guerre, qui fuient les misères et les désordres du monde, qui sont créés justement par les pays les plus riches, et qui justement se retrouvent précisément en France ou ailleurs, et à qui on interdit le droit d'exister. Merci. Donc demain, on va se retrouver entre nous
pour dire d'abord et avant tout que pour nous, nous existons et que par ailleurs, il faudra compter sur nous pour faire de cette société-là une société pleine et entière de dignité pour chacun d'entre nous. Après ce mot, je sais pas ce qu'il vous faut pour ne pas y aller. Ne pas y aller, franchement. Hein. Faudra le faire exprès là pour le coup. Ne nous inventez pas la pluie, tout ça, parce que c'est pas grave, ça la pluie. On prend les parapluies et tout ce qu'il faut. Donc merci beaucoup en tout cas Omar, et puis à demain. Merci à vous les frères et les sœurs et à tout le monde et toute la famille. Salut. Salut, à bientôt Omar. Bonne soirée. Merci Aziz de Radio Galère pour ce duplex, cette nouvelle émission, j'allais dire ensemble. Un mot de conclusion pour dire au revoir Aziz. Rapide, on est super en retard. Ah oui. Allez, donc j'espère que ce sera pas le dernier duplex qu'on va faire. On en a fait déjà. Vous vous rappelez très bien sur le Chibani, sur la Tunisie, si vous vous rappelez. Oui. Et les sujets ne manquent pas. Malheureusement. Absolument, absolument. Merci beaucoup Aziz. Bon, merci aux auditeurs, auditrices de Radio Galère. Et à très bientôt. Damien, Charles, merci beaucoup. Oui. À la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Et puis Tarek Mami, merci beaucoup. Merci Christophe. Alors tiens, ça c'est marrant. Tiens, je vais vous poser la dernière question. Allez-y. Depuis tout à l'heure, effectivement, vous nous parlez de plein de choses, etc. Est-ce que vous allez aller marcher demain? Non, parce que je serai dans une voiture pour aller faire un duplex en direct du lycée de Lille, parce que vous connaissez mon principe, cher Christophe. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est Iqra, lit, et demain soir, il y a le dîner annuel du lycée. Vous n'y allez pas juste pour manger quand même? Non, j'y vais pour faire un direct de 2 heures avec mon ami Mdjahid, 20h, 22h. C'est pour mettre en valeur le Iqra. Et je disais tout à l'heure qu'il y a des choses, il y a 2 pieds. Moi, je marche toujours sur 2 pieds. C'est mon raisonnement. Le premier pied, c'est Iqra, lis, comprends pour aller aussi loin que possible. Et le deuxième, vote. Et je vais demain soir faire cette émission pour le plaisir des auditeurs et pour l'intérêt de ce lycée, parce que ce lycée va demander des dons, cher Christophe, pour agrandir encore plus la surface de Iqra. Bon, bah on vous représentera alors avec Damien. Merci beaucoup Tarek, Damien, et à tout le monde. Rendez-vous lundi 16h sur France Maghreb 2, le Grand Forum. Pardon pour le retard une nouvelle fois. Ça mérite une belle engueulade en ce qui me concerne. De la direction, absolument, qui est fort bien représentée d'ailleurs. Et qui n'est pas au courant. 18h05 sur France Maghreb 2. Pardon pour le retard, le flash. Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonjour à tous. La France et l'Allemagne sont convenus de préparer une feuille de route commune pour la réforme de la zone euro d'ici le sommet européen de juin. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. L'intersyndicale de la SNCF a fait le choix d'une grève perlée. En ce sens, les cheminots seront en grève 2 jours par semaine entre le 3 avril et le 28 juin. Les syndicats s'élèvent notamment contre la volonté du gouvernement de légiférer par ordonnance, pour lesquelles un projet de loi d'habilitation a été présenté hier en Conseil des ministres et doit être voté d'ici l'été. Seul candidat à la tête du Parti socialiste après le retrait de Stéphane Le Foll, Olivier Faure s'est posé aujourd'hui en homme du rassemblement en vue de la renaissance d'un parti à terre depuis les succès électoraux d'Emmanuel Macron. Olivier Faure devrait donc être désigné premier secrétaire du Parti socialiste lors du congrès qui se tiendra les 7 et 8 avril à Aubervilliers. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma va être poursuivi pour corruption dans l'affaire d'un contrat d'armement de 2 milliards de dollars qui date de 1999. Jacob Zuma, qui a été poussé à la démission le mois dernier par son parti, est soupçonné d'avoir touché des pots de vin pour acheter de l'équipement militaire à des entreprises européennes, dont la française Thales. La Chine va utiliser le crédit social des individus pour filtrer leurs accès aux moyens de transport et éventuellement l'interdire aux citoyens mal notés pour une période pouvant atteindre 1 an. Collecter massivement, les données fournies par les smartphones, les réseaux sociaux mais aussi la police ou les tribunaux seront centralisées sur une sorte de fichier national de réputation à partir du 1er mai. Un hélicoptère militaire américain s'est écrasé hier soir dans l'ouest de l'Irak et aucune des personnes à bord n'a survécu. Il ne semble pas avoir essuyé de tir, mais une enquête a été ouverte selon des responsables américains. Enfin, côté sport, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a eu lieu. La Juventus affrontera le Real Madrid. Il y aura aussi un derby Liverpool-Manchester City, mais aussi Barcelone contre l'AS Rome. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb